Bien, bonjour, je m'appelle Laurent Michaud, je travaille à l'Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe. C'est un cabinet d'études et de conseil qui réalise des études sur les télécoms, les médias et Internet. Pour ce qui me concerne, je travaille dans une unité d'affaires qui consacre tout son temps aux médias et je prends en charge ce qui relève de l'électronique grand public et du jeu vidéo. Euh, on est, oui, alors merci Benoît et Lydie de m'accorder la possibilité de délivrer quelques messages qui j'espère seront intéressants. Euh, donc merci de cette invitation. Euh, on est à l'aube d'une révolution, hein. Tout le monde est bien d'accord pour le dire. Dans la façon dont à l'IDAT on appréhende les évolutions technologiques et leur impact, hein, industriel et économique, on a toujours en point de mire un temps. C'est-à-dire on dit que, comme la courbe de Gartner, on essaye de déterminer quel est le moment à partir duquel cette technologie, ce segment de marché va se déployer, va devenir mainstream. Et je vous accorderai que pour les technologies de réalité artificielle, c'est pas aussi facile que ça pour un tas de raisons que je vais aborder. Donc on sait que c'est une révolution, on sait que ces technologies vont introduire une nouvelle façon de consommer des contenus. D'ailleurs, des contenus dont on sait très bien comment ils fonctionnent aujourd'hui pour le jeu vidéo et la vidéo, et puis des contenus qui vont naître de ces technologies, qui vont naître de ces modes d'interaction. Et là, on a encore du mal à percevoir ce qui pourra émerger de ces différents développement. En tout état de cause, on a aujourd'hui en fait trois technologies majeures qui nous sont proposées et je vous invite à parcourir un article de Wired qui a présenté un concept qu'ils ont nommé réalité artificielle dans lequel ils intègrent, ils incluent la réalité virtuelle, la réalité mixte et la réalité augmentée. Alors, on a quelques distinctions à faire, évidemment, dans ces technologies. Donc la première, la réalité virtuelle, VR, donc, hein, on transporte l'utilisateur dans un environnement virtuel, et puis l'utilisateur a la possibilité d'interagir avec cet environnement, grâce à des accessoires, on y reviendra. On a ensuite la réalité mixte, sans doute celle qui, de mon point de vue, est la plus spectaculaire, hein, puisqu'elle augmente l'environnement réel avec des éléments virtuels et avec lesquels on peut interagir. Donc le plus illustre cas aujourd'hui de réalité mixte, c'est sans doute ce qu'est en train de préparer la société Microsoft avec HoloLens, mais également Magic Leap, avec des vidéos qui sont assez éblouissantes, je dois dire. Et puis enfin, la réalité augmentée, on est bien dans le gouffre de la désillusion, on en parle beaucoup moins, on augmente la réalité, l'objectif c'est simplement d'augmenter la réalité avec des informations push, et l'exemple qui est donné ici est assez éloquent. Donc, on a des champs d'application aujourd'hui assez bien identifiés. Évidemment, le jeu vidéo, il n'y a aucun problème hein, pour quiconque ici d'imaginer mettre un casque et être immergé dans des univers à 360, hein, calculés en temps réel. Tous les jeux vidéo, quasiment tous, s'adaptent parfaitement bien hein, à cette mise en situation. Même les jeux en vue isométrique peuvent être intéressants en termes de gameplay et je veux croire que les développeurs de jeux, les game designers vont exploiter la réalité augmentée pour redéfinir des éléments de jouabilité à l'intérieur du jeu simplement parce qu'on a un casque. Hein, y compris pour des plateformes 2D, hein, même si ce n'est pas très confortable, quand je dis des plateformes 2D, des jeux 2D, même si ce n'est pas très confortable de s'arnacher aujourd'hui d'un casque de réalité virtuelle pour jouer à Candy Crush. De toute façon, il n'y a personne de King ici ce matin. Ensuite, évidemment, la vidéo, hein, 360. Alors, aujourd'hui, la vidéo 360, est assez intéressante dans les concepts qui nous sont proposés. On n'a évidemment pas d'interactivité ou assez peu d'interactivité, en tout cas elle est balbutiante et c'est ça qu'on doit attendre dans les années à venir, c'est plus d'interactivité dans les vidéos 360, plus de reconnaissance de la position
du joueur ou du spectateur-acteur. Alors, il y a quelques exemples assez intéressants, notamment Notes on Blindness, qui est un long métrage qui raconte l'histoire d'un scientifique qui souffre progressivement de cécité. Il y a eu un court-métrage qui a été fait, une expérience donc de VR qui est proposée, qui est assez étrange, mais qui est assez immersive, et que je vous invite à essayer. Et puis il y a Space Girl 360, où à première vue, on peut s'imaginer et on attend de l'interaction, et il n'y en a pas, donc c'est vraiment, voilà, c'est plutôt intéressant. Et puis il y a ce qu'on peut qualifier de vidéo VR, mais il y a une faille dans les concepts aujourd'hui. Il y a une faille parce que on n'a pas encore fait la convergence entre l'interactivité qui peut être apportée par le jeu vidéo, et puis la narration qui peut être apportée par le cinéma. Il y a une convergence qui est en train de s'opérer, et il y a quelques initiatives qui sont assez intéressantes, comme VR Noir. Et puis l'avenir, peut-être, ce sera quelque chose comme ce court-métrage un petit peu halluciné qui a été fait sur GTA, ce jeu vidéo qui a un petit peu défrayé la chronique. Et ce court-métrage met en scène quelqu'un qui enfile un casque et qui se retrouve dans un environnement complètement réel, et il confond donc intégralement le réel au virtuel, et c'est peut-être un point d'arrivée, alors pas explicitement un univers comme GTA, bien que ça existera sans doute, mais le point d'arrivée, c'est mélanger l'interactivité, avec des environnements hyper réalistes. Voilà, ce qui demandera quand même un certain nombre d'années. En tout cas, ce point d'arrivée, aujourd'hui, c'est sans doute ce qui excite tout le monde dans les différentes industries des contenus. Je vous propose d'aborder 10 défis pour la VR ici, et uniquement pour la VR, bien qu'il y en ait qui puissent concerner également la réalité mixte. Le premier, c'est maintenir le défi de la technologie. On en est au tout début aujourd'hui, et il y a bien des enjeux technologiques qui vont être relevés dans les années à venir. On pourra y revenir, mais on va couper le fil des casques de VR qu'on peut qualifier aujourd'hui de sédentaires, c'est-à-dire qui sont raccrochés à une unité centrale, mais on a bien d'autres enjeux aujourd'hui autour de la technologie. Donc cette technologie-là, il faut maintenir ce défi et poursuivre l'innovation. Il y a de nombreux laboratoires de recherche, privés, publics, et des projets de R&D dans les entreprises qui poursuivent cette fin-là de continuer à innover dans la technologie de VR. Il faut aussi qu'on imagine que les interactions qu'on connaît aujourd'hui sont au tout début. Je pense que les interactions, on va réécrire, on va réinventer les interactions. Aujourd'hui, on a des contrôleurs, c'est plutôt basique. Je pense que dans les années à venir, l'intelligence artificielle va sans doute agrémenter ces expériences-là dans l'interaction d'éléments nouveaux. Et puis poursuivre évidemment le développement des technologies de tracking, puisqu'on traque aujourd'hui la position du corps dans un espace, on traque le mouvement des bras, on traque voire même les yeux. Je pense que de la même façon, le tracking va évoluer de façon importante. Autre challenge, stabiliser l'offre de casques. Alors je vous avoue qu'aujourd'hui on a fait un petit inventaire, c'est assez compliqué de stabiliser l'offre de casques, il y en a une multitude. Néanmoins, à la fin, on peut considérer qu'on va avoir 2 oligopoles industriels. Un oligopole dans le domaine du mobile, et je pense qu'on a quelques acteurs majeurs qui vont donc se partager ce marché-là, et je considère que ce sont des casques qui vont être un peu plus que du cardboard, ils vont intégrer un peu plus d'options. Et puis je pense qu'il faut aussi travailler sur la convergence des technologies. On peut fort bien imaginer que la réalité virtuelle va converger avec la réalité mixte au travers d'un seul et même casque, pour donner un exemple de cette convergence technologique-là. Troisième défi,
confirmer la complémentarité entre l'offre mobile et l'offre de VR fixe. Bien qu'encore une fois, elles vont être amenées à converger dès lors qu'on aura coupé le fil des casques de VR. Les dispositifs seront un peu plus lourds, mais en tout cas, c'est dans un avenir, on va dire à moyen terme, les choses se passeront de la sorte. Mais l'expérience qui nous est proposée sur un casque mobile, comme le Samsung Gear ou le casque de Google, ne délivre pas la même expérience qu'évidemment la VR sur des casques qui s'appuient sur un terminal qui va proposer la puissance de calcul et d'affichage. Il y a d'un côté la mobilité, le nomadisme, une certaine forme d'expérimentation en toute situation, et de l'autre côté des expériences qui sont particulièrement spectaculaires. Voilà. Bon, il ne faut quand même pas oublier que la première fois que j'ai mis un casque, moi, adossé à un smartphone, ça restait spectaculaire. Mais je crois qu'on est encore loin des aspects spectaculaires qui pourront nous être proposés sur des casques sédentaires ou qui nous sont d'ailleurs déjà proposés, notamment sur HTC. Et je ne dis pas ça parce que vous êtes là. Bien que... Alors, il y a un défi qui va être compliqué, c'est faire accepter l'accessoirisation au grand public. C'est compliqué d'installer ce dispositif, même si les fabricants, que ce soit pour le PlayStation VR ou pour HTC, aient tenté de simplifier la démarche, proposer des tutoriels, ça reste quelque chose qui peut repousser les personnes qui ne sont pas technophiles. Bon, pour autant, il faut savoir que les solutions les plus accessoirisées sont aussi les plus concluantes. Donc on peut espérer dans cette première phase que cet aspect-là ne rebute pas l'utilisateur. Et je pense qu'en faisant un tour sur le web, on s'aperçoit qu'on arrive à passer assez simplement cette étape-là. Mais on est en train de parler du mainstream, du mass market. Et là, ça risque d'être un peu plus complexe à faire admettre. Cinquième défi, accueillir les nouveaux entrants, créer de nouvelles IP. Dans l'industrie du jeu vidéo, puisque mon métier m'amène à travailler beaucoup sur le jeu vidéo, il y a des Eldorado comme ça, technologiques, industriels, assez régulièrement. Il y a eu les Smart Toys, Toys to Life il y a quelques années. Il y a eu le social game, le casual games, les jeux massivement multijoueurs, les jeux mobiles au début des années 2000. Aujourd'hui, à partir de l'année 2016, c'est la réalité virtuelle, la réalité mixte dans quelques mois maintenant. Et à l'occasion de l'émergence de ces nouvelles formes de divertissement, ces nouvelles technologies, eh bien, les acteurs, l'industrie se réorganise. Alors, vous avez les acteurs en place qui investissent ces nouveaux segments, mais c'est toujours l'occasion de voir des acteurs qui arrivent sur le marché et qui se créent sur la base de cette nouvelle compétence et qui vont venir bousculer un petit peu les acteurs en place qui, de toute façon, ont la voilure pour résister à ces innovations, voire investir dans ces innovations, et puis finir par acquérir les talents les plus importants. Et c'est sans doute ce qui se passera dans la VR également. En tout cas, l'arrivée de ces nouveaux acteurs qui viennent avec des compétences sur la VR et la réalité mixte, ils viennent avec leur conception de la narration, avec leur maîtrise technologique, et ils vont, eux, être à l'origine d'innovations, de gameplay, de game concept. Et en cela, ils vont permettre donc à vous de vivre des expériences qui jusque-là, ils n'avaient pas vécues. De la même façon, les acteurs traditionnels de l'industrie, les gros éditeurs, vont développer progressivement leur catalogue autour de la VR, en premier lieu sur la base de leur licence, et progressivement, ils vont créer des nouvelles IP, des nouvelles propriétés intellectuelles qui vont être pleinement adaptées à cette technologie. Sixième défi, conquérir l'aval de la chaîne de valeur. Alors, l'aval de la chaîne de valeur, ça va être principalement la distribution et la vente au détail de ces produits. On peut dire qu'aujourd'hui, la VR sera principalement dématérialisée en termes de distribution, et en conséquence de quoi, il y a assez peu de place
pour les acteurs qui souhaiteraient s'insérer au bout de cette chaîne de valeur. Il y a néanmoins quelques tentatives et on peut penser que Facebook va sans doute jouer les troubles faits. 7e challenge, rencontrer le premier succès mondial. On n'a pas encore, vous savez, il y a eu Pokémon Go cet été qui a apporté la preuve de concept que la réalité augmentée pouvait générer un succès massif. Je pense qu'aujourd'hui, juste aux États-Unis, ils sont à 1,9 million de dollars de chiffre d'affaires par jour. Donc on attend cette réussite également du côté de la VR. Et à n'en pas douter, ça va nous donner beaucoup d'informations sur les rythmes de croissance de ce marché, pour affiner la cible, pour essayer d'avoir une vue un peu plus précise sur le volume potentiel de ce marché, puisque comme je vous le disais initialement, on a du mal à définir, à comprendre le rythme auquel va se déployer ce segment si nouveau. 8e challenge, convaincre le spectateur de l'expérience de VR. Comme avec la Wii, le spectateur, celui qui ne joue pas, est majeur dans l'expérience, puisque la Wii est une plateforme de Nintendo qui se joue en groupe. La VR, a priori, est une solution qui se joue en solo. Pour autant, il faut donner la place au spectateur pour rendre en fait ces parties beaucoup plus ludiques. Donc il faut lui permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur du jeu, ce qu'il est possible de faire avec un certain nombre de solutions, mais il faut aussi peut-être lui permettre de rejoindre l'intérieur du jeu et de prendre place dans des tribunes ou de prendre place au cœur de l'événement. C'est quelque chose qui sera fondamental pour que cette expérience-là ne soit pas une expérience solitaire. Bon, sans parler du multijoueur également. 9e challenge, faire converger le e-sport et la VR. Il y a une convergence, de mon point de vue, tout à fait naturelle entre le e-sport et la VR. Les émotions sont, pour le joueur et pour le spectateur du coup aussi, sont bien plus importantes quand on voit en situation quelqu'un dans l'urgence d'une action. Voilà, il y a des choses très intéressantes à faire et c'est plutôt naturel de voir naître cette convergence entre ces deux secteurs, d'autant plus qu'il y a une effervescence très importante autour du e-sport aujourd'hui, à tel point que les chaînes de télévision se sont emparées de ce sujet désormais pour en faire un programme attractif auprès du jeune public qui avait plutôt tendance à déserter les télévisions. 9e challenge, faire converger... ça c'est fait. Inventer des nouvelles formes d'écriture. Et je dirais, c'est sans doute le challenge le plus excitant. C'est à la fois l'orthographe et la grammaire, puisqu'on a parlé de grammaire tout à l'heure, c'est comment on écrit pour la VR et comment on raconte pour la VR. Et je vous dirais, même challenge pour la réalité mixte. Et ces formes d'écriture-là sont les talents en fait des game designers pour le jeu vidéo, des auteurs pour réinventer la façon dont on exploite ces technologies absolument fantastiques. Ce qu'on n'est pas complètement arrivé à faire pour la 3D, on va pouvoir, je pense, arriver à le faire pour la VR. Je vais terminer ma présentation sur quelques éléments chiffrés, puisque c'est un petit peu aussi le job de l'IDAT. Alors aujourd'hui, c'est principalement la VR sur mobile qui mobilise le public, simplement parce que c'est moins cher, à la fois sur la partie hardware, équipement et sur les softwares, bien qu'on trouve des jeux gratuits également pour la VR sédentaire. Quoi qu'il en soit, 62% des revenus de ce marché sont générés par les smartphones. On estime à l'IDAT que d'ici la fin de l'année, on va vendre à peu près dans le monde 4 millions de casques fixes. Alors, est-ce que c'est beaucoup ? La comparaison que je fais, c'est celle qui concerne les ventes de consoles de jeux. Et finalement,
c'est pas aussi important que les ventes de consoles de jeux sur la même période de temps. On a vendu le double de Xbox One et le triple de PS4. Bon, c'est une question de prix, hein, et évidemment, hein, ça va être une barrière assez importante, hein, mais voilà, en tout cas, pour cette première génération-là, on estime à 4 millions à peu près le nombre de casques sédentaires vendus. La croissance sera significative avec un taux de croissance annuel moyen de 62% jusqu'à 2020. Et l'IDAT estime qu'à l'horizon 2020, il y aura 70 millions de casques dans les foyers au niveau mondial. Alors ça peut paraître sans doute plus pessimiste par rapport à d'autres estimations qui sont fournies par nos concurrents. On pense que pour cette première génération de casques, l'acceptation va être modérée compte tenu d'un prix d'accès assez important. Par ailleurs, on considère que le marché va croître de façon considérable, principalement pour ce premier cycle-là, principalement grâce aux équipements, et dans un second temps, sans doute à partir de 2020, sur la partie logicielle, dont les prix, vous l'aurez remarqué, sont assez accessibles encore aujourd'hui, mais vont cesser de croître puisqu'il va y avoir des investissements importants de la part des éditeurs de jeux, pour ce qui concerne le jeu vidéo, dans des jeux dits AAA, des blockbusters, des jeux qui impliquent des budgets pouvant aller parfois au-delà des 80 millions de dollars. Donc ces investissements-là vont être amortis sur des périodes significatives, mais à partir d'un prix qui va tendre vers les 50-60 euros dans les années à venir. Il va y avoir des facteurs de changement à court moyen terme. L'émergence d'un segment de marché de la réalité mixte. HoloLens est commercialisé aujourd'hui, alors à un prix bien trop important pour que je puisse me permettre de l'acquérir. Mais en tout cas, c'est en train d'arriver. Voilà. D'ici 3-4 ans, le fil des casques de VR pourrait disparaître au bénéfice de solutions standalone, c'est-à-dire qui intègrent dans le casque capacité de calcul et capacité d'affichage. Et puis après, on peut également utiliser des réseaux sans fil pour transmettre les informations d'une unité centrale vers le casque. Ce sera une phase intermédiaire. Et des nouvelles formes d'écriture, donc ça c'est un élément qui est fondamental, encore une fois, adapté aux différentes technologies de réalité artificielle. La multiplication des contenus de jeux AAA, et le développement de contenus hors jeu également, et notamment de la vidéo interactive qu'on attend avec impatience. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Laurent. Alors attends, on va donner la possibilité à la salle de poser des questions. Moi j'en ai une première, justement par rapport à l'hype cycle dont je parlais tout à l'heure. Finalement, sur les chiffres que tu nous as présentés, j'ai l'impression que les deux coïncident par rapport à le nombre d'années à attendre avant que ça devienne mainstream. Donc tu confirmes que voilà, horizon 5 à 10 ans semble... Ouais, je suis ravi d'être sur le même timing que Gartner. Oui, je pense, oui. Je reviens sur ce que j'ai dit au tout début, c'est qu'on sait que c'est une révolution, et la question qu'on se pose habituellement à l'IDAT quand on veut essayer de dresser les tendances à court, moyen et long terme, c'est le point d'arrivée. Ce point d'arrivée, j'ai encore du mal à le voir. J'ai des convictions, mais voilà. Et nos clients, ils ont besoin d'avoir des informations assez précises. C'est pour ça que c'est critique pour nous. Ils ont besoin d'avoir des réponses assez précises sur dire, si j'investis maintenant, est-ce que mon retour sur investissement, il va se faire dans les 3, 4 ou 5 ans à venir? Voilà. Et aujourd'hui, la réponse que l'IDAT propose, c'est une réponse qui peut être jugée mitigée par les industriels, mais c'est peut-être une réponse qui traduit un certain nombre de questions qui restent posées sur le déploiement de ces technologies. Alors on reste évidemment, je vous dirais que il peut y avoir un succès accéléré s'il y a des démonstrations d'efficacité de ces technologies qui vont d'abord attirer ce qu'on appelle les early adopters,
et qui représente une frange assez faible du marché de masse, mais qui est un signe, déjà qui est un premier signe intéressant. Voilà. Et sur la courbe de Gartner, en fait, la période, la pente comme ça d'ensoleillement, on est à peu près à 3-4% en fait de taux d'adoption. Et quand on arrive au bout de cette courbe-là, on est à 10% de taux d'adoption. Et c'est ensuite qu'on rentre dans des cycles de produits commercialisés avec une phase ascendante et descendante. Donc, c'est effectivement à peu près la même position. Voilà. D'accord. Je vais monter pour prendre des questions dans le public. Juste en attendant, donc tous les ans, vous organisez aussi le DigiWorld Summit. Éventuellement, tu peux redonner les dates et puis dire ce que vous avez de prévu sur la VR. Et je monte dans la salle pour les questions qu'il y aura. Vous attendrez le micro pour que la question soit enregistrée. Oui, alors on organise effectivement chaque année depuis 38 ans maintenant le DigiWorld Summit, dans le cadre duquel j'organise depuis une quinzaine d'années le Game Summit. Et évidemment, cette année, le 16 et le 17 novembre prochain, après-midi, le Game Summit se tiendra à Montpellier. On va beaucoup parler évidemment de VR, la première demi-journée avec le studio Asobo qui a travaillé avec Microsoft sur HoloLens. On a invité également Nicole Lazzaro, qui est une tête penseuse américaine et qui va présenter sa façon de voir sur les nouvelles formes de narration dans le jeu vidéo. Je n'ai pas de mémoire. Voilà, je vous invite à aller voir sur le site du DigiWorld Summit, dans la partie forum. Vous avez Game Summit Part 1 et Game Summit Part 2. Vous aurez l'ensemble des gens qui sont invités à prendre part à cet événement. Et si vous souhaitez être invité à cet événement, envoyez-moi un email. Je vous ferai passer une invitation pour prendre part gratuitement au Game Summit. Bonjour, Philippe Bornstein-Netineo. Merci pour cet exposé. Au-delà du jeu vidéo, est-ce que vous voyez des champs d'application de la réalité virtuelle dans d'autres univers professionnels, grand public, et à quel horizon? Merci. Alors évidemment, ma spécialité c'est le jeu vidéo, mais au tout début de cette étude, on vous propose, si vous avez la possibilité de l'acquérir, et je vous invite à l'acquérir, elle est excellente, un tableau qui présente par grand secteur d'activité des potentialités d'exploitation de la VR, de la réalité mixte et de la réalité augmentée. Et je pense que si on est à l'aube d'une révolution, c'est bien parce que ces technologies ne vont pas uniquement transformer notre façon de consommer nos loisirs, elles vont également transformer notre façon de travailler. On voit ce que propose HoloLens de Microsoft ou Magic Leap. On a des représentations augmentées de design d'objets, donc le design industriel. Je veux dire, l'usine du futur va être également impactée. On a tous les secteurs d'activité, d'une façon ou d'une autre, qui vont être impactés par ces technologies. Alors différemment, bien sûr, la simulation va davantage exploiter la réalité virtuelle. Ce qui relève de la création artistique, les industries culturelles et créatives vont être en mesure d'exploiter l'ensemble de ces technologies. L'information, la communication utilisera la réalité virtuelle comme la réalité augmentée. Bref, je veux dire, ce sont des changements de rupture qui sont en train de se produire et qui vont se produire dans les années à venir. Y a-t-il une autre question? Ça va arriver de l'autre côté. Pascal Servet de Move Production. J'ai une question sur le retour sur investissement. J'ai trouvé que votre réponse était un petit peu floue. Si quelqu'un vient vous interroger, des investisseurs, des fonds d'investissement pour soutenir une initiative, pouvez-vous nous expliquer comment vous pouvez les conseiller sur les montants à investir et sur ce genre de choses? Alors on ne les conseillera pas sur le montant à investir, puisque généralement on vient nous voir quand on a déjà une enveloppe
prédestinés pour des investissements. L'approche qu'on peut avoir est éminemment différente de celle que je vous ai présentée, où là, c'est une vue avec pas mal de recul sur le secteur, sur les grandes tendances et les grandes évolutions. Quand on travaille à l'accompagnement d'un projet, on va expertiser le projet dans un premier temps, et dans un second temps, on va analyser le marché et on va essayer d'identifier quel est le segment de marché que vise notre client. Et là, on va travailler sur des perspectives, sur du market sizing, sur du benchmarking, etc. etc. Donc et là, on peut travailler sur un business plan avec la mesure d'un certain nombre d'indicateurs de cash flow, de retour sur investissement, de risques financiers, etc. Mais c'est très différent de ce que j'ai présenté ici, bien évidemment. Y a-t-il une autre question ? Bonjour. Vous avez parlé de la complémentarité entre la réalité virtuelle augmentée et l'e-sport. Est-ce que vous pourriez développer, s'il vous plaît? Bon, j'imagine, vous êtes joueur ? Oui. Vous avez vu, enfin, moi j'ai eu l'occasion de voir les expérimentations qui sont menées par Omni, donc ce tapis sur lequel le joueur se met avec un casque, il court harnaché d'une arme. Voilà, pour les jeux de tir à la première personne, l'immersion que vous permettez est assez étonnante. Il y a également donc, et là on imagine que c'est à la fois spectaculaire pour le spectateur qui voit cette personne se démener sur son petit tapis, et on voit la retranscription de ce qu'elle est en train de faire sur un écran. Et ça, c'est très, on va dire, c'est très conforme en fait à un spectacle audiovisuel. C'est très adapté à un spectacle audiovisuel. Et c'est à la fois du e-sport. Donc c'est très intéressant. Il y a d'autres approches, évidemment, au-delà des jeux de tir à la première personne. Il y a aussi les jeux de combat. Et puis il y a les jeux de simulation. Je pense que c'est aussi spectaculaire de se retrouver immergé dans un SimCity, si c'était possible, que de voir un joueur jouer à SimCity et de faire une compétition avec un autre joueur. Pareil pour les jeux de stratégie en temps réel. Moi, je vois à chaque fois qu'on propose des jeux, Soccer League, par exemple, est sans doute compatible sous couvert de changer quelques éléments de gameplay. Et je pense que c'est un angle. Comme aujourd'hui, les développeurs et les éditeurs de jeux vidéo se posent la question suivante, c'est comment je peux transformer mon jeu en un jeu qui va être e-sport. Aujourd'hui, ça doit être, si ce n'est pas déjà le cas, ça doit être une question que les développeurs et les éditeurs se posent. De la même façon, ils vont se poser la question de savoir comment je vais transformer ou je vais offrir à mon jeu la possibilité d'une version VR. Et de la même façon, le lien sera fait entre la VR et le e-sport. Mais le côté spectaculaire, voilà, pour moi, il est tout à fait naturel. Enfin, j'espère que je réponds à votre question. Merci Laurent. Oui, je voudrais juste rajouter un exemple pour voir comment le e-sport pourrait être en VR. Donc, si on regarde quel est le e-sport actuellement, donc c'est dans une salle, des joueurs qui jouent sur PC et je dirais beaucoup de joueurs, donc soit sur site, soit par des plateformes de streaming, donc Twitch ou on peut donc voir les autres jouer. Maintenant, si on se projette en VR, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des jeux qui doivent être en VR, donc les joueurs, eux, avec des casques, seront en VR. Et la question, c'est donc comment participer. Et on travaille actuellement avec une start-up qui justement crée ça, c'est-à-dire donne la possibilité à tout participant en VR d'être en fait spectateur en VR dans le jeu des joueurs. Donc imaginez, donc, par rapport à ce que vous connaissez, là, tout d'un coup, vous avez les joueurs qui, au lieu d'être devant leur PC, sont en train de jouer en VR. Alors ils ne sont plus obligés d'être assis, ils peuvent être dans un jeu, ils peuvent bouger, donc ça peut déjà être assez communicatif, surtout si on le filme en réalité mixte. Mais en plus, tous les gens qui auraient un casque VR sont comme des spectateurs dans ce monde virtuel. Donc on ne peut pas agir,
mais on est là, on peut aller près du héros, donc on a l'impression qu'il faut se bouger parce que justement, il est en train d'arriver, de jouer. Donc c'est ça, enfin, c'est ce qui est comme type d'expérience qui est en train de se développer pour que l'e-sport puisse aussi tirer parti complètement de cette expérience en VR où justement on y est, donc il y a l'émotion qui est derrière.